Alors on a un magnifique plateau ici, plateau radio, enregistré, pour parler d'un sujet hyper central aujourd'hui, la démocratie énergétique. On parle démocratie depuis ce matin sur plein de sujets, les tiers-lieux, les relations aux élus, la gouvernance, comment on fait tiers-lieux. Et en discutant avec Nicolas, on se disait que c'était une occasion aussi de parler de comment on fait commun autour d'un sujet qui est central dans nos vies, qui est l'énergie. Et la COP des milieux a eu cette bonne idée de sortir un petit manuel de démocratie énergétique qui raconte toutes ces expériences passionnantes qui se déroulent partout en France autour de l'énergie et de la réappropriation citoyenne de la question de l'énergie. Donc l'énergie, souvent, ça peut paraître un peu technique, mais quand on gère un lieu, on sait à quel point c'est central. Et donc l'idée aujourd'hui, avec Nicolas, Julien, qui est ici, Didier, Pierre et Guillaume, qui est monté sur scène, qui a été invité par Nicolas. C'est une affaire... on parle d'énergie, tout ça, bon... Et donc, justement, c'est tout à fait le genre de remarque qu'on va pouvoir faire pendant la séquence. Voilà. Donc, de parler de démocratie énergétique. Donc, moi, je file, je retourne dans le public, je vous laisse débattre. Voilà. Je passe le micro à Nicolas et je suis ravi que vous soyez là. Merci, Seb. Allô, allô. Ouais. Il y a un petit devoir technique qui consiste à dire que tous les gens ici dans cette salle sont invités au premier rang parce qu'en fait, on va parler du pouvoir. C'est ça le cœur du sujet. Et évidemment que ce n'est pas une affaire masculine, donc c'est un mea culpa généralisé parce qu'à l'origine, en l'occurrence, l'invitation avait été adressée à Barbara Nicoloso, qui est directrice générale de Virage Énergie. Barbara étant excusée, les formes de la démocratie associative m'ont amené à inviter le CA à ce que quelqu'un se prononce. Et il se trouve que inconsciemment ou consciemment, la question des communs a popé et du coup Julien a dit bon bah ok, je le fais. Bon, donc merci à Julien d'être avec nous. Bizarrement, tu es un peu identifié comme le loup blanc. Bon. Et par ailleurs, puisqu'on est un peu en mode tiers-lieu, Laurent est intervenu par ailleurs, donc tout le monde le connaît lui aussi comme le loup blanc, en disant il y a des gens super intéressants parce que l'idée, c'est pas de parler de démocratie énergétique, c'est de parler de la démocratie énergétique ici et maintenant, avec les gens qui habitent ici et a priori maintenant. Voilà. Donc du coup, on situe. Bon, donc on va renvoyer la balle au centre dans vos organisations respectives. La question de homme-femme et parité, vous serez interrogé là-dessus, puisque manifestement, on a échoué collectivement aujourd'hui. Et c'est tout à fait exact. Mais c'est pas grave, mais c'est un peu au cœur de notre sujet. C'est-à-dire que finalement, et je finis rapidement mon introduction, moi j'habite à Orléans, autant dire que ma légitimité, elle est nulle. Mais j'ai contribué à écrire un bouquin qui permet de discuter partout de démocratie énergétique. Et je trouve que Seb a fait une excellente introduction. D'abord, c'était une bonne idée de nous inviter. Et deuxièmement, s'il y a bien un truc qu'on sait, c'est qu'on n'est pas en démocratie énergétique. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. On est au mieux en technocratie énergétique, voire pire. Exemple, discours de Belfort de M. Macron, président de la République, qui dit « On relance le nucléaire en sus de tout ce qu'on avait décidé depuis 10 ans, parce qu'on devait effectivement sortir du nucléaire. » Et je ne suis pas un anti-nucléaire, je tiens à le dire. Mais le fait est qu'en termes démocratiques, on a vu mieux. Donc, autant vous dire que nous, citoyens, citoyennes, habitants, habitantes, pour reprendre les mots de Fabrice, on se fait littéralement balader partout. Donc l'objectif, c'est de se réapproprier la base de la base, c'est s'autoriser à parler d'énergie partout. Et notamment dans un contexte qui est celui qui nous réunit, les tiers-lieux, c'est évident, mais plus encore, les élections municipales, présidentielles, régionales, départementales et européennes. Vous allez aller aux urnes énormément dans les 5 prochaines années. Donc ayez en tête, non pas ce qu'on se raconte, mais tout ce qui se raconte ici et maintenant, parce que la société énergétique est forcément liée à la citoyenneté, je sais pas, sanitaire, alimentaire, etc., etc. Et donc je termine en disant, ce qui est bien dans les tiers-lieux, c'est qu'on s'autorise un peu des folies, à discuter de sujets théoriquement qu'on ne devrait pas discuter. C'est un peu ça le sens de l'esprit, ou l'esprit du sens. Bon bref, je vais nous présenter. Donc le brief c'est le suivant. On a à peu près 5 minutes pour disserter autour de la démocratie. Pour ne surtout pas chatouiller ceux qui s'attendaient à un arpentage, j'ai une pirouette. Et vous allez voir.
L'arpentage a 3 définitions différentes. Vous avez la filiation de l'éducation populaire qui consiste à prendre un ouvrage, à le déchirer et à le discuter dans un objectif d'appropriation. Et notamment, la légende veut qu'on prenait le bouquin et on en déchirait les pages. Ceci n'a jamais été étayé dans l'histoire. Néanmoins, le mythe perdure. Une deuxième définition est beaucoup plus paysagère. L'arpentage, ça consiste à, par exemple, se balader le long d'une rivière et finalement à se re-questionner sur son milieu, son environnement, ce qui s'y passe, sa faune, sa flore. Ça, c'est une approche de l'arpentage. Et puis, croyez-le ou non, il y a un arpentage des communs. Dans ce bouquin, page 96, il y a l'arpentage des communs. Nous allons donc faire un arpentage des communs énergétiques du territoire qui nous réunit depuis cet endroit. Donc nous retombons sur nos pattes. L'arpentage des communs décrit le processus par lequel celles et ceux qu'on appelle commoneurs ou commoneuses, veillant sur les limites de leurs communs pour les protéger contre les enclosures, tout en célébrant leur identité en tant que communauté. Voilà ce qui nous réunit. Nous faisons communauté, le sous-titre « Faire communauté comme mode de réappropriation politique ». Donc on retombe sur nos pattes. Ici avec nous, Julien Lecaille, à défaut d'avoir Barbara. Oui, absolument, Claire-Marie, applaudissons-le, absolument. C'est vraiment une star. Je ne me trompe pas, Didier, de la société Voe Bio. C'est ça? Oui. Voe. Il y a les bio à côté. Bravo, applaudissez-le s'il vous plaît. Pierre, d'Enercop, Hauts-de-France. C'est bien ça? Merci les gars, c'est sympa. Les amis, ok. Et enfin, dans les tiers-lieux, il y a toujours un inattendu, un homme mystère, celui qui surgit alors qu'on ne l'attendait pas. Guillaume de Solaire Nord, qui m'a été recommandé par Anita, que j'ai croisé à Bordeaux l'été dernier dans le cadre de l'Université des mouvements sociaux et qui depuis 3 mois, littéralement, m'interpelle régulièrement pour faire un article sur énergie de Nantes. Ce qui, entre nous, sera un des sujets. Est-ce que c'est intéressant de penser à énergie de FIV ou FIVES, je ne sais pas comment on dit, ça c'est vous qui savez. Donc, merci. Eh bien, croyez-le ou non, oui, c'est peut-être mal parti. Non, c'est bien, c'est chouette. Mon introduction est terminée, les micros sont sur la table, je vous invite mutuellement, on va faire dans cet ordre, pour des raisons de souplesse de la tête. Et la question sera simple, donc on n'aura pas 10 minutes Julien, mais plutôt 5, mais tu auras le droit à un deuxième tour, parce que toi tu connais bien les communs. Qu'est-ce que c'est que faire communauté comme mode de réappropriation politique à l'endroit de l'énergie, ici et maintenant, en 2025? À toi. Merci Nicolas. Voilà, merci pour l'invitation. Donc j'en profite pour reprendre un petit peu le fil quand même de la question du genre, hein, puisque c'est Barbara qui a écrit un ouvrage sur le genre qui devait parler de la question des inégalités de genre dans les métiers de l'énergie qui devait être là. Elle s'excuse, je la remplace très mal, mais c'est moi qui parle au nom de l'association. Juste un petit élément quand même. À Virage Énergie, l'association que je représente, on avait dès le début une petite tendance à avoir des gens qui étaient dans les métiers de l'énergie, les énergéticiens, les gens qui sont non seulement formés à la technique, à la technologie, mais en plus qui ont une appétence aux questions énergétiques qui était bien présent. Et dans les 20 ans de notre histoire, on a cherché à ouvrir, en fait, à complexifier les questions énergétiques au-delà des métiers de l'énergie, sur la question des usages, sur la question des inégalités, sur les questions de représentation justement de l'égalité femmes-hommes dans les activités. Et donc cette expérience, Barbara l'a écrite et retracée dans un petit livre, Gender Power, la transition énergétique au prisme du genre, qui pourra servir à prolonger nos discussions. Les communautés comme mode de réappropriation politique, c'est un peu effrayant, je pense, parce que la politique déjà en soi, c'est assez effrayant, hein. C'est des gens qui se disputent et qui rentrent dans des conflits politiques, et derrière la politique, il y a la violence politique, hein, faut le savoir. Et la politique, c'est de la violence régulée. Donc une grosse débauche d'énergie qu'on essaie de recanaliser. On essaie de faire à partir de ça, ici dans la problématique, des choses autour de l'énergie. Et l'énergie, c'est aussi assez intimidant parce que ça correspond à 100% de ce qui se fait dans le vivant et dans le monde industriel fonctionne avec de l'énergie, et sans énergie, il n'y a plus rien. Donc c'est un niveau de
totalement terrifiant, on va dire, de problématiques, et on essaie d'avoir des communautés autour de ça. Depuis le temps que je travaille avec des gens ici dans la salle, notamment sur la question des communs, les communs, ça reste quand même un objectif assez ambitieux de faire une communauté active, productive autour d'une ressource partagée. C'est quelque chose quand même qui demande un niveau de pratique, un niveau de conscience, un environnement qui reste extrêmement difficile à obtenir dans la société dans laquelle on vit actuellement, même si on est dans un tiers-lieu, même si on fait du logiciel libre, même si on est dans le partage, la coopération, la gouvernance partagée, l'intelligence collective. Tout ça reste quand même assez difficile. Avant d'arriver à faire communauté, en général, ce qu'on arrive à peu près à faire, c'est faire collectif. Il y a un niveau moins ambitieux, on va dire, que la communauté, c'est le collectif. Et même avant encore de faire collectif, juste se poser des questions. Questionner ses usages, questionner ses pratiques, essayer d'avoir un petit peu de regard rétrospectif sur les choses, c'est déjà pas mal pour commencer. Justement, Julien, dans l'histoire des communs à Lille, il y a eu une assemblée des communs où je crois l'énergie a été mise en discussion. Quel est le type de conversation qui a pu avoir lieu à ce moment-là ? Ah oui, alors l'Assemblée des communs, c'était un projet qui remonte maintenant à un certain nombre d'années, où on essayait d'avoir un spectre large de ce qui se passait au niveau de toutes les logiques qu'on identifiait comme étant communs, au-delà des thématiques. C'est-à-dire que les gens avaient tendance à rester dans leur couloir. Hein. Les gens qui faisaient des tiers-lieux s'occupaient des lieux. Les gens qui s'occupaient de numérique étaient sur le logiciel libre, le numérique. Les gens qui faisaient des jardins partagés étaient sur le jardin partagé. Ce qu'on essayait de faire un peu, c'était de décloisonner tout ça et d'avoir des regards un peu transversaux sur la question, notamment les questions énergétiques. Sur la question énergétique, ce qui nous intéressait, c'était surtout de repérer les choses, repérer les gens qui font. Hein, et donc on repérait quoi ? On repérait des associations comme Solaire en Or, qui étaient repérées. On repérait des gens qui étaient dans les univers open hardware, bidouillage, création à partir de plutôt dans les logiques d'électronique, de réappropriation à partir notamment de ce qui était en train d'arriver à l'époque aussi sur les compteurs intelligents. Donc des expériences qui se faisaient un peu partout et à Lille notamment. On repérait aussi des envies de faire de la blockchain aussi. Hein. Je me souviens encore à l'époque de l'énergie sur blockchain pour identifier les flux énergétiques. Et Julien, je pense qu'on en arrive un peu au troisième acte. Il y a eu quand même un effort avec les communs d'énergie d'initier quelque chose. Mais néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est que si on s'intéresse au rapport d'activité de Virage Énergie, tu pourras en rappeler l'objet, qui a donc 17 ans, faire de l'énergie un commun semble être une orientation. Et du coup, pour Virage Énergie, qu'est-ce que ça veut dire faire l'énergie en commun ou un commun, de ton point de vue? De mon point de vue, ça a été surtout dans des logiques de coopération avec les acteurs du territoire. Hein. Donc on a toujours un collectif, pour le coup, qui n'est pas devenu un commun, qui est le collectif Énergie en commun, donc avec l'AMRES, avec Solaire en Or, Enercopo de France, Énergétique. Donc on a fait vivre avec d'autres ce collectif pour éventuellement parler avec les gens qui sont autour de la table. Le but étant quand même de montrer qu'on était présent, qu'on pouvait répondre ensemble à des choses, qu'on avait chacun notre spécialité, chacun un peu notre couloir, notre légitimité aussi. Hein. Virage Énergie, notre légitimité première, c'était la sobriété, les usages sobres. Tu peux expliquer juste rapidement qu'est-ce que tu montres? C'est quoi cet objet?
Je montre le rapport scénario sobriété énergétique et transformation sociétale qu'on a fait en 2013, donc il y a plus d'une dizaine d'années, qui est un peu devenu le socle de notre vie depuis 10 ans, puisque depuis 10 ans, on s'est beaucoup réorienté vers l'accompagnement à la sobriété. Donc le fait de dire on réinterroge nos usages, on réinterroge la manière dont on consomme de l'énergie, et à partir de là, on a cette sobriété sur laquelle on a travaillé, sur laquelle on peut accompagner d'autres personnes. Qui est un peu notre couloir, mais ça suppose aussi de travailler avec les gens qui produisent, avec les gens qui accompagnent sur d'autres dimensions. Ce qui avait précédé ce travail admirable, c'est un précédent travail qui est en jaune cette fois-ci. Voilà. Et en l'occurrence, sauf erreur, l'exercice était le suivant. Combien ça coûte une centrale nucléaire? Si on avait la même somme d'argent, qu'est-ce qu'on ferait dans une perspective, effectivement, dans laquelle on met le paquet sur la sobriété? Donc en gros, un vrai choix de démocratie énergétique par le bas, quoi. C'est bien ça? Alors là, on remonte encore sur l'histoire plus ancienne de Virage Énergie, puisque à la base, notre objectif, c'était surtout d'avoir un débat énergétique de niveau régional pour dire si on se passe du nucléaire à Gravelines, si on arrête d'investir sur la technologie nucléaire du littoral en bord de mer soumise à la montée des océans, si on fait ce choix-là, quels autres choix sont possibles et comment on arrive à recomposer aussi bien les productions, les consommations, les logiques de distribution au niveau de la région pour faire tenir un scénario cohérent d'autres futurs énergétiques. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une exploration du territoire, d'aller spécificité par spécificité du territoire au niveau des habitudes et au niveau des réseaux tels qu'ils existent pour faire cette recomposition. Et ça a été notre travail historique. Merci Julien, l'exercice est difficile, mais on va continuer dans notre chemin. Ce qui est toujours difficile avec classiquement l'énergie, c'est qu'il y a un jargon, et bon, on aura l'occasion dans la deuxième partie, parce qu'on va vite avancer, d'avoir une conversation qui permet de refaire des arrêts sur image sur des points qui mériteraient une forme de développement. Voilà. Et la deuxième difficulté, c'est les échelles. Parce que là, on est monté en échelle comme c'est pas possible, mais nos sujets, ça peut être des choses très concrètes en hyper proximité. Et sauf faire de ma part, avec Didier, désolé, hein, on se découvre un peu pour être honnête, vous, les chaudières, la question de la chaleur, c'est votre métier. Et je crois qu'en préparant, tu me parlais d'économie de la fonctionnalité comme cadre de pensée pour exercer, en l'occurrence, ce métier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous faites? Et en particulier ici, puisque quand on a commencé, tu m'as dit, on a installé des chaudières dans le coin, quoi. Oui, tout à fait. Bien, donc effectivement, moi je représente une société qui s'appelle Voe. En fait, notre métier, c'est de produire de la chaleur renouvelable et de l'eau chaude sanitaire renouvelable. Donc en fait, pour ce faire, nous concevons des chaudières collectives biomasse principalement. On fait aussi du gaz et de la géothermie, mais très très peu. On a 90% biomasse, donc avec du combustible bois. Cette chaleur, effectivement, l'idée c'est de ne pas finalement juste vendre une installation, vendre du matériel, mais c'est de se poser la question au départ de l'usage et de vendre finalement de la chaleur, une température, un confort. Et de garantir cette performance finalement qu'on détermine au départ. Alors en fait, la société est assez jeune, hein, elle a un peu plus de 3 ans, et initialement, avant les prémices en fait de le montage de cette société, ça a été un projet qui a été un projet de coopération en fait entre plusieurs sociétés qui ont créé une société de projet. Et justement, on parlait de l'économie de la fonctionnalité parce qu'effectivement, on avait envie de se réinterroger sur la manière de concevoir finalement des installations de chauffage en se posant la question de l'usage et des habitudes d'utilisation. Et on sait très bien que la performance énergétique, il y a des éléments qui concernent la technique, le produit, et il y a un élément essentiel, c'est l'humain. C'est comment on utilise, comment l'humain va l'utiliser. Comment il va l'utiliser, comment il souhaite l'utiliser,
On a des notions aussi qui sont assez variées en termes de perception, c'est-à-dire que le confort thermique pour une personne n'est pas le même que pour une autre personne à température égale. Donc il faut effectivement réussir à avoir quelque chose qui est proposé et qui puisse s'adapter. Je me permets, pour le rythme, est-ce que ça veut dire que vous avez une approche démocratique de la chaleur et en particulier du confort dans vos installations ? Parce que Barbara, dans son livre, dit entre les hommes et les femmes, le ressenti, c'est pas le même en termes de ressenti de température. Comment vous faites pour discuter avec les gens qui, en gros, ont une revendication de confort ? Déjà, dans l'idée de la construction, effectivement, de la solution, c'était de pouvoir avoir un système qui permet justement de ne pas être rigide. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ça va être plus simple de dire, c'est 19 degrés pour tout le monde, et puis voilà, je veux pas une tête qui dépasse. Or, l'idée, c'est vraiment pas ça, c'est de pouvoir finalement s'adapter aux volontés de chacun, et donc de donner cette flexibilité. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont prévues. Et puis ensuite, de se dire que, et nous, la proposition qui est faite, qui a été... qui a fait suite justement à cette coopération, c'était de proposer des contrats d'optimalisation énergétique, on les appelle comme ça. Et ces contrats permettent finalement de vendre non pas une installation du matériel, mais vendre de la chaleur, vendre un confort. Et ce confort, il s'adapte à chaque utilisateur. Donc nous, on est amené à faire des chaufferies collectives pour des bâtiments de logement, pour des bâtiments tertiaires, faire des mini-réseaux de chaleur dans des collectivités, par exemple, pour relier avec une chaufferie centrale plusieurs bâtiments. Et à chaque fois, effectivement, c'est de s'interroger avec les besoins des occupants. Donc voilà, donc ça effectivement, ça c'est une première chose. Et ensuite, donc ça c'est un premier lien, et je voulais arriver sur le deuxième lien, parce que dans la réflexion, il y a eu effectivement la volonté de se dire qu'il faut se réapproprier aussi, on parlait tout à l'heure du nucléaire, on parlait de tout ça, mais comment on travaille sur l'indépendance énergétique du territoire et des quartiers, et donc des citoyens. Et là-dessus, effectivement, nous on fait de la chaufferie biomasse, donc avec des granulés de bois, et ces granulés, il y a une volonté de monter une usine de production de granulés en région, pour pouvoir produire en région les granulés, à base de bois de palette en fin de vie. Donc ça veut dire que c'est aussi un sourcing local pour pouvoir distribuer des chaufferies locales. Donc on est vraiment sur on appelle ça la boucle d'énergie, cette boucle d'énergie à 50 km à la ronde. Et ça, je pense que c'est aussi important. Et il y avait des élus qui parlaient avant nous. Et je pense que les élus aussi sont sensibles à cette volonté d'améliorer notre indépendance énergétique, parce qu'aujourd'hui, on est quand même très loin d'être dépendant. Il y a une forme de question obligatoire, c'est le rapport au tiers-lieu. Est-ce que dans votre travail, vous croisez la route de ce type d'environnement, ce type d'ambiance et ce type de collectif agissant ? Alors là, on a un exemple assez précis, parce qu'effectivement, la loco à côté, donc il y a une chaufferie. Juste à côté, il y a un bâtiment de logement dans lequel on a installé une chaufferie biomasse avec 2 chaudières bois. Et en fait, quand la loco a fait sa chaufferie, qui est une chaufferie gaz, on a créé en fait un pont entre les deux. Donc on a un mini réseau de chaleur qui relie les deux bâtiments, qui permet finalement au bâtiment de la loco d'être chauffé avec de la biomasse. Et aussi, quand il y a par exemple des maintenances où on doit couper le chauffage sur une journée, eh ben on peut effectivement, il y a une chaudière qui peut être coupée, on continue à fonctionner sans problématique. Donc il y a de l'intelligence effectivement qui est faite par exemple sur ce quartier, mais qui peut être fait sur plein d'autres quartiers en fait. Super clair. Et une question un peu, je veux dire, comment dire ça, quantitative, ça coûte combien une chaudière collective comme celle qui équipe juste à côté là, le quartier? Enfin, en euros, ça coûte combien? Bon, à peu près, ordre de grandeur. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, on n'a justement aucune standardisation, vu qu'on s'adapte toujours finalement à l'existant, aux besoins. Mais ce qui est sûr, c'est que, déjà, quand on fait des réseaux de chaleur renouvelables, il faut savoir qu'on a une TVA qui n'est plus à 20%, mais à 5,5%. Donc ça, c'est quand même déjà intéressant. Et que globalement, effectivement, on peut avoir un coût de revient, on va dire, de la chaleur qui est à peu près 20% de moins que le gaz.
des ordres d'idées. Bon, en tout cas, ça nous donne une forme de piste. Tout l'objectif, c'est encore une fois de faire ces allers-retours entre les échelles. Et c'est vraiment un exercice pas simple, j'en ai conscience. Enfin, il faut vraiment se rendre compte à quel point on passe du micro au macro, à tel point que certains ont dit il faut vraiment qu'on consacre le méso. Il y a des gens qui très sérieusement ont consacré ce type d'échelle. On en fait une théorie économique et ils ont dit la mésoéconomie, c'est l'économie des coopératives. Waouh! Je vous laisse avec ça et on y réfléchira en buvant un café. Donc, vous voyez, c'est une manière aussi de changer les polarités, puisque dans les tiers-lieux, il y a la théorie du c'est ni la maison, ni le travail, mais en fait, c'est beaucoup plus général que ça. C'est toutes les polarités qui sont rejouées. On fait de la politique, et on met en travail les polarités. Et chez Enercop, s'il y a bien une polarité qui est la vôtre, c'est que, mine de rien, ça fait peu ou prou une vingtaine d'années qu'Enercop existe. Vous avez tu me reprendras, une forme de déclinaison régionale, même si c'est peut-être pas le moment. En tout cas, vous travaillez avec plusieurs Enercop, ce qui peut prêter à confusion. Vous avez adopté, dès le début, en tout cas dans le mouvement que ça représente, une perspective qu'on peut qualifier de coopérative en mettant la démocratie économique au cœur du sujet. Et donc, typiquement, là, on est sur une ligne de force qui est radicalement différente vis-à-vis de gens dont la seule finalité est la lucrativité, c'est-à-dire gagner de l'argent en fournissant de l'énergie. Donc, je pense que c'est intéressant d'interroger le projet politique d'Enercop pour commencer. C'est quoi votre projet politique ? Alors, bonjour à tous. Donc le projet politique d'Enercop, il est arrivé effectivement en 2005, il y a 20 ans, avec création du fournisseur d'électricité renouvelable au moment de la libéralisation du marché de l'électricité. L'idée étant de proposer aux consommateurs français uniquement de l'électricité renouvelable et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, en mettant en place de la démocratie sur cette question énergétique. Et donc ça s'est créé en société coopérative d'intérêt collectif et qui va rassembler différents acteurs qu'on a regroupés au sein de collèges. Donc il y a les porteurs initiaux de ce projet-là, à savoir Greenpeace, les Amis de la Terre, le réseau des Biocoop, la NEF, et donc qui avait cette idée-là, de créer une société coopérative. Et en voyant qu'il y a différents intérêts sur cette question énergétique, notamment la partie producteur, on a besoin de producteurs, et la partie consommateur. Et aussi impliquer les salariés. Donc il y a un collège de salariés également dedans. Voilà les moyens qu'Enercop s'est donné pour faire vivre la question de la démocratie sur la question énergétique. Vous êtes nombreuses et nombreux, sauf de ma part. Enercop aujourd'hui, c'est, je crois, plus de 100 000 clients. Il doit y avoir 60 000 sociétaires, tout compris, et un chiffre d'affaires cumulé de mémoire, un truc comme 230 millions d'euros par an, ce qui est quand même en fait un acteur important du monde de l'ESS. La question, c'est cette force collective, vers où elle nous amène. Et donc ça nous amène à déterminer ensemble ce qu'on souhaite comme électricité renouvelable. Donc de se donner des directions en termes d'approvisionnement et en termes de moyens de production qu'on va mettre en place. Est-ce que vous parlez, à l'inverse d'indépendant, de sécurité énergétique ? Est-ce que ça vous parle comme notion, ou pas ? De dire on va sécuriser des moyens en cas de folie des marchés d'électricité comme en 2022 avec la guerre en Ukraine où c'était complètement dingue. Ça a augmenté, les collectivités étaient prêtes à la gorge. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout ? Alors, on l'a pas forcément vu sur forme de sécurisation. On l'a vu sous forme plutôt d'équité. L'idée étant de proposer à nos producteurs une visibilité en termes de prix d'achat de l'électricité, avec des tarifs, des contrats d'achat relativement à long terme, donc entre 5 et 30 ans, avec un prix fixé à l'avance, donc une connaissance de ce marché-là qui permet d'avoir cette visibilité-là pour pouvoir investir, mais qui aussi a l'avantage pour Enercop d'avoir une visibilité sur le prix de l'électricité. Ce qui
en fait, nous a donné cette sécurité lors de la crise énergétique en 2022, puisqu'on est un des fournisseurs qui a le moins augmenté ses prix d'électricité. Alors, on avait d'autres contraintes à lever, parce que nos producteurs ne produisent pas exactement au moment où nos consommateurs consomment, donc on doit acheter quand même de l'électricité sur les marchés. Et donc, on a quand même subi ces fluctuations-là. Mais par rapport à de nombreux autres acteurs qui achetaient uniquement sur les marchés et non pas directement auprès des producteurs avec ces tarifs fixés à l'avance, ça nous a donné une réelle force, une réelle résilience face à cette crise énergétique. Parce que la question que je ne poserai pas, c'est en gros, est-ce qu'on va vers d'autres chocs de cette nature? Parce que bon, Poutine, il est toujours au pouvoir et qu'il y a quand même une géopolitique d'énergie. Mais ça, je l'évacue pour une question, je pense, parce qu'il faut tenir le tour de table, à l'endroit de votre, projet éducatif. J'ai l'impression que, sauf faire de ma part, vous essayez de passer de registre de la seule consommation à rendre acteurs les gens en étant chez Enercop, avec ce qui s'apparente à une forme d'éducation populaire. Vous les rendez énergistes, d'une certaine manière. Et j'ai compris que vous aviez développé une forme d'expertise à l'endroit de l'autoconsommation collective. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, d'abord, dans un premier temps, sur le triptyque sur lequel on s'est attelé, c'est d'abord le triptyque qui est amené par les associations Négawatt et Virage Énergie. D'abord de la sobriété, ensuite de l'efficacité, puis des énergies renouvelables. Voilà ce qui aussi fait sens au sein d'Enercop. Et on travaille aussi sur la question de la sobriété et de l'efficacité en accompagnant les consommateurs. Et on le voit dans les chiffres, quoi. Les consommateurs d'Enercop consomment en moyenne 10 à 20% de moins que le reste des consommateurs français. Et effectivement, avec une appétence très forte sur l'autoconsommation collective, donc qui est un des moyens de faire commun sur un territoire beaucoup plus localisé, c'est-à-dire qui vient aussi de la difficulté de l'électricité, qui est un vecteur d'énergie qui est difficilement stockable, mais qui donne donc toute une force du partage. Si vous partagez l'énergie, eh bien, ça va être beaucoup plus efficace au niveau d'un territoire que chacun de ce côté stocke cette énergie. Il me semble que le mot-clé, il est à cet endroit-là, c'est-à-dire d'être en proposition de partage et d'hyper-proximité. On va passer... merci beaucoup. Encore une fois, c'est des points de repère qu'on se donne. L'idée, c'est de développer une forme de premier vocabulaire mobilisable, activable depuis les tiers-lieux, des endroits comme celui-là, des ambiances comme celui-là. Au passage, pour les gens qui taffent, c'est-à-dire qui sont dans les cuisines, il n'y a que ça, hein, de l'électricité, de la logistique, de la chaleur. Donc, on est dans une unité énergétique incontestable. Et les tiers-lieux, jusqu'à preuve du contraire, il y a aussi des lieux. C'est-à-dire qu'il y a du foncier, il y a des toits, ça tombe bien, c'est un peu votre taf. Ce que je veux dire, c'est qu'un tiers-lieu sans énergie, ça n'existe pas. Donc forcément, la question des chaudières, la question des toitures, la question de la proximité, elle est structurante. Et ne pas le penser, c'est un peu aller nulle part. Du coup, vous, si j'ai bien compris, vous êtes une association. Donc on avait deux assos, deux sociétés, mais on est dans la même famille, hein, l'ESS, jusqu'à preuve du contraire, solidaire, il y a plusieurs familles. Et ça fait 20 ans que vous existez, donc vous avez une longue histoire de notre sujet. Est-ce que tu peux tout simplement nous décrire cette histoire en jalons et en gros, est-ce que la situation s'est améliorée en 20 ans en termes d'appropriation énergétique? Est-ce qu'elle stagne? Ou en gros, est-ce que c'est pire? Oui, merci pour cette invitation au pied levé. Je pensais être dans le public avec vous. Mais non, c'est très sympa. Solaire en Or, effectivement, c'est une asso régionale. On a 20 ans. À l'origine, c'était des habitants en région qui ont été les premiers à mettre des panneaux solaires chez eux, photovoltaïques, pour produire l'électricité. Il faut imaginer qu'il y a 20 ans, c'était vraiment les balbutiements. C'était pas Enedis, c'était l'ancien nom ERDF. Et quand les premiers ont voulu raccorder leur centrale solaire, je pense que ça devait être un grand éclat de rire. Et ils n'étaient pas du tout prêts, quoi. Et donc, moi, effectivement, le sujet, je venais en curieux. Et je me suis dit, effectivement, Solaire en Or, finalement, c'est déjà un peu... ils sont constitués en association pour partager leur expérience
promouvoir cette énergie. Et finalement, faire communauté, c'est déjà s'approprier un sujet. Ça commence par ça, s'approprier le sujet de l'énergie. Et donc, en l'occurrence, la production d'énergie locale est effectivement, contrairement à une centrale nucléaire, qu'on peut difficilement s'approprier, je pense, collectivement. C'est quelque chose de très spécialisé, plutôt centralisé, là où les énergies renouvelables sont décentralisées, appropriables, partout. Voilà, on a le vent, on a l'eau, on a le soleil, on a la biomasse. Tout ça, on peut se l'approprier plus facilement, individuellement ou collectivement. Et donc, Solaire en Or, effectivement, dans les jalons, en 2012 a été créée la première coopérative citoyenne, Solis Métropole. C'est au même moment où le réseau national énergie partagée est né. Donc, c'est vraiment l'idée on crée des outils, des sociétés de projets qui vont collecter le financement local de communes, d'habitants, d'entreprises, d'acteurs de l'ESS pour financer des centrales solaires ou autres énergies renouvelables, des parcs éoliens par exemple en Bretagne ou dans l'Ouest. Et c'est du tiers investissement citoyen qui permet en fait derrière de s'impliquer dans la gouvernance et d'avoir une maîtrise collective des moyens de production. Donc c'est complémentaire à l'idée de je peux produire ma propre énergie. À l'origine, c'était surtout de la vente d'électricité en injection totale sur le réseau. Désormais, on peut autoconsommer son électricité et vendre le surplus. Pierre a parlé d'autoconsommation collective. Donc c'est un cadre juridique qui permet effectivement maintenant de partager son énergie dans une boucle locale avec un périmètre défini. Et on définit le prix auquel on veut le vendre. Est-ce qu'on veut faire un tarif social destiné à des locataires de logements sociaux comme l'expérience de Sirène à Rennes? On peut le vendre à une entreprise, un commerce. On peut équiper les projets, les producteurs peuvent être des projets citoyens, peuvent être des coopératives citoyennes qui financent par ailleurs. Donc là, on est vraiment dans une éthique de projet où à la fois on a décidé de destiner l'électricité dans une boucle locale, mais en plus d'avoir un tiers investissement citoyen. Donc on est dans une bonne évolution pour faire vraiment communauté. Comme tu le disais en intro, on sait faire du collectif. Faire communauté, c'est beaucoup plus long, plus complexe, et aussi à géométrie variable. Et moi, j'en reviens surtout à la question d'appropriation de l'énergie. Donc Solaire en Eau, on fait beaucoup de pédagogie, de sensibilisation sous tout un tas de formats, des conférences, des réunions publiques, des ateliers, des webinaires. On accompagne des achats groupés de kits solaires. Et on a innové dans un entre-deux entre accompagner des projets collectifs citoyens portés par des coopératives et accompagner les porteurs de projets sur leurs projets individuels. On a développé des démarches groupées où on est dans l'idée d'aller chercher un poseur, accompagner les habitants, se questionner sur leur consommation, les réduire, rédiger une consultation et choisir un poseur qui va derrière réaliser 5, 10, 15 toitures dans un quartier, dans une commune. Et donc là, on est en train de jeter des bases d'embryons, peut-être d'une communauté où ces gens-là vont être confrontés au même rythme, aux mêmes problématiques d'évolution de l'installation, de la maintenance. Et en fait, c'est aussi ça, faire communauté. On le fait au sein de l'association, finalement. Je ne m'étais pas posé ces choses-là dans ces termes-là, mais on a par exemple mis en place une charte des poseurs, ce qui fait qu'on encourage, on a une liste d'entreprises de confiance à recommander. Et c'est une manière d'encourager aussi dans la durée, une maintenance des entreprises locales, un tissu local de proximité. Et tout ça, ça contribue à faire communauté, je pense, dans aussi la vie des installations et pas que dans la destination de l'électricité, etc. Et moi, je pense que si on se pose la question ici du public, c'est est-ce que vous savez combien vous consommez de kilowattheures ? Je pense que vous êtes très nombreux. Souvent, on fait un jeu de positionnement dans l'espace, dans nos réunions publiques, pour dire c'est quoi le départ avant d'installer des panneaux solaires. C'est déjà de s'intéresser à ses consommations, quels sont ses usages, ses besoins, etc. Alors, et je peux me permettre un dernier aspect. Vas-y. Et dans les évolutions, désormais, maintenant, il y a un réseau émergent qui s'appelle les AMEP, comme les AMAP. Mais là, on est sur du don d'électricité. Et pour en revenir, est-ce qu'on évolue dans le bon sens, etc. Sur plein d'aspects, oui. C'est beaucoup moins cher, les panneaux sont peu impactants, ça dure plus de 30 à 40 ans une installation solaire. C'est en un an, le bilan carbone de l'énergie grise qui a servi à la fabrication du panneau est remboursé par la production d'électricité. Donc on est vraiment sur des choses très performantes. En termes de souveraineté, l'Europe a tout perdu, et notamment la France, parce que
On a notamment, il y a 10-15 ans, mis en place un moratoire qui a fait s'effondrer la filière. Donc, par exemple, nous, on a 10 ans de retard par rapport à la Belgique en termes de puissance installée par habitant. Donc là-dessus, on a un peu tout perdu. L'usine du monde des panneaux solaires est en Asie. Et donc, toujours est-il que dans cette histoire, désormais émerge cette idée d'AMEP, où c'est du don d'électricité entre voisins ou à des associations. Et nous, on est confrontés à une situation où les installations qui ont plus de 20 ans, tous nos adhérents maintenant, chaque année, on a des adhérents qui ont leur installation qui arrivent à leur fin d'obligation d'achat. C'est-à-dire que pendant 20 ans, l'État garantissait un contrat d'achat de l'électricité qui permettait de valoriser cette électricité et d'assurer l'amortissement, la rentabilité. Au bout de 20 ans, votre installation est amortie, elle va encore produire pendant 10, voire 20 ans. Ça sera de l'électricité gratuite. Et donc, potentiellement, on pourra échanger cette électricité dans des boucles locales. Donc c'est de l'autoconsommation collective, mais on est sur du don. Mais quand même derrière, on arrive à une situation où actuellement, le gouvernement a décidé clairement de freiner le dynamisme de la filière résidentielle et s'est dit, oh là là, on encourage le solaire, ça marche trop bien, les gens y vont, hop, on va freiner les objectifs, on va réduire le tarif d'achat. Désormais, on achète votre surplus d'électricité à 4 centimes. C'est extrêmement bas. Donc on encourage l'autoconsommation, mais plus du tout à massifier, mettre beaucoup de panneaux pour produire l'électricité, pour l'offrir. Je pense qu'on arrive à un... Merci voilà. beaucoup. C'est celui qui s'est rajouté et à juste titre. On va arriver vers le temps où on se permet de déborder parce que... Est-ce qu'on a le droit de déborder un peu parce qu'on arrive théoriquement à la fin? Moi, j'avais d'abord vous remercier beaucoup. Le temps est court, mais on dira... face to face, vous voyez un peu d'où chacun parle, dire que dans l'introduction, plus exactement dans la préface du petit manuel, l'objectif étant pas de vous le vendre, vous pouvez aller en bibliothèque, vous avez tout à fait le droit de vous le procurer, de le lire et de le mettre en partage. D'abord, il est fait pour être lu collectivement, en vrai. Justement, on est parti d'un constat, c'est que parler d'énergie, c'est pas le genre de truc que tu fais à la buvette d'habitude. Et toi, tu payes combien tes kilowattheures? C'est quand même, il y a tout un ensemble d'étapes pour en arriver là. Mais il y a un truc que les gens ont l'air de comprendre quand même, c'est les euros. Je vais vous donner quand même des ordres de grandeur. Donc, c'est là où globalement vous devriez un peu hurler. Donc, allô, ah oui, j'ai cru qu'on m'avait coupé. Donc, vous vous souvenez, 2022, c'est une année un peu charnière. Vous avez Poutine, vous le connaissez, qui dit allez hop, on va annexer l'Ukraine. Bon, historiquement parlant, je pense qu'on est encore dans cette histoire-là. Tout un ensemble de mécanismes qu'on ne va pas développer font que le prix de l'électricité devient complètement n'importe quoi et vous avez des variations de marché complètement dingues. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est les conséquences, notamment au niveau institutionnel, qui sont intéressantes. Parce que la Cour des comptes, en 2024, a sorti un rapport qui a estimé combien ça avait coûté aux contribuables français, cette affaire-là. Vous vous souvenez, elle a mis en place un bouclier tarifaire. Vous vous souvenez de ça? Et donc, à l'automne 2021, l'État avait mis en place ce bouclier afin d'aider les ménages et les entreprises à mieux supporter la flambée des prix. Et là, ça devient rigolo. Je vous le lis et... Bon, je vais aller un peu vite. Ce bouclier tarifaire, grosso modo, la Cour des comptes estime qu'il a coûté 37 milliards d'euros à l'État français et que ça a été un effet d'aubaine à hauteur de 30 milliards d'euros de marge pour les producteurs et les intermédiaires d'électricité. Vous vous souvenez le PLF là qu'on est en train de discuter? D'où ça vient le trou de là? Eh bien c'est ça, camarades. C'est-à-dire que l'électricité, c'est beaucoup d'argent en fait. Et que les infrastructures qui nous gouvernent, c'est beaucoup de pouvoir. Et donc, ce qu'on a connu en 2022, d'où ma question de mise en histoire, ça va nous coûter combien dans les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années? Alors que, je vous rappelle que notre parc de centrales nucléaires, c'est d'après-guerre, il est entre 40 et 60 ans, il y a des spécialistes dans la salle, pour pas dire plus, que le démantèlement, ça va coûter une blinde, que les hydrocarbures, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas en France, bref, qu'en plus, on a prévu de fabriquer de futures centrales et qu'on n'a pas le tissu industriel pour le mettre en place, donc ça va coûter énormément d'argent. Énormément d'argent. Et donc, le but, c'est pas de nous interpeller de façon solennelle, mais c'est de dire que nous n'allons pas avoir de choix que de nous préoccuper collectivement à toutes les échelles, depuis chez soi, son toaster, sa maison, son immeuble, son quartier, sa ville, son territoire, son unité de vie bassin versant, la nation, on ne sait pas trop, c'est très compliqué, sa région, l'Europe et le monde de ces questions-là. La question, c'est allons-nous laisser cette question-là aux spécialistes, aux experts ou pas?
Telle est la question. Voilà pourquoi ce petit manuel n'est qu'une introduction générale en disant il faut absolument se réapproprier l'énergie sous peine de ne pas être dans une technocratie, mais dans un truc beaucoup pire que ça, au motif de la lutte contre le climat. Ça, c'est moi qui le dis. Et je pense que c'est en ces termes qu'on peut comprendre effectivement dans quelle période on est. Vous pourrez réagir, mais d'abord la parole publique. Je sais que Julien trépigne. Et donc, je vais me bouger. Donc la Cara me suit. Et on va faire réagir la salle. Vas-y Claire-Marie. Merci beaucoup pour vos présentations. Et Nicolas, c'est une question pour toi. En fait, là, tu viens de nous dire un truc. Ça a coûté à l'État, le bouclier, 37 milliards d'euros. Et ça a créé 30 milliards d'euros de marge pour les producteurs, c'est-à-dire et intermédiaires. C'est quoi? J'ai pas compris. Pour que les prix de l'électricité ne soient pas en variation trop brutale, l'État, c'est-à-dire nous, a tamponné pour que, grosso modo, vous ne voyez pas la secousse. C'est pour ça que quand on est fournisseur, on sait de quoi on parle. On voit ça. On voit le marché. On voit les plateformes. C'est-à-dire que vous n'avez pas subi une augmentation trop radicale. Les collectivités l'ont subi. Pour avoir travaillé dans certaines collectivités, notamment en Sartou, on en était à un stade véridique, on en était avec Barbara, où comme ça avait augmenté de 100%, 100% en moins d'un an, que la dotation générale d'État avait chuté de à 0%. La question c'était, est-ce qu'on coupe la chaudière littéralement de la crèche municipale? C'était ça la question qu'on se posait en 2022-2023. Véridique. Et alors là, tout d'un coup, Virage Énergie a connu le momentum de sa vie où tout le monde voulait faire de la sobriété énergétique. Comment on fait quand on ne s'est pas préparé à des chocs énergétiques? Or, les tiers-lieux, ce qui est génial, c'est que quand il y a des crises, genre le Covid, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ils s'impliquent, ils se mobilisent et ils créent de la solidarité en local avec les 3 valeurs que Fabrice a évoquées qui sont au cœur de la discussion politique, la citoyenneté, la solidarité, la proximité. Est-ce que ça vous fait réagir? Ah, elle m'a pas vu. Bon, non. Vous voulez réagir? Ok. Qu'est-ce que ça vous inspire à la compagnie des tiers-lieux? Du coup, j'ai pas le choix de réagir. Qu'est-ce que ça nous inspire à la compagnie des tiers-lieux? Qu'on a déménagé dans un bâtiment qui est très bien isolé. Du coup, en termes d'énergie, en tout cas pour se chauffer, on en a besoin de moins. Et en termes d'énergie pour d'électricité, bon, disons que c'est une consommation normale, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de choses particulièrement mises en place sur ce sujet. Alors, j'ai une deuxième question pour la compagnie. Est-ce que vous êtes impliqué dans la transition écologique? Et si oui, comment? Alors, il y a un cercle qui s'était monté sur les transitions. Cercle n'a pas vraiment vécu finalement, puisque chaque groupe, dans chaque cercle, les transitions étaient représentées. Transition écologique, notamment au travers du cercle alimentation, et au travers de tous les cercles, les transitions sociales. Bravo. Vous voulez réagir? Est-ce que vous avez des questions pour la salle? J'ai pas vraiment une question, mais pour moi, c'est un peu une réflexion assez récente, bizarrement. Et je suis un peu honteuse parce que je vois que toutes les associations locales existent depuis 30 ans. Donc la question, je trouve ça hyper enthousiasmant de me dire que même sur des questions aussi techniques que l'énergie, on peut aller reprendre la main collectivement, localement, et de faire le lien entre notre consommation et comment c'est produit, et donc du coup ça devient tangible, c'est un endroit de création de sens et de collectif, et ça devrait être pareil par exemple pour l'eau, où on ne sait pas d'où vient l'eau qui sort de notre robinet. Enfin, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui ont été centralisées et qui se sont éloignés de nous et qui sont comme quelque chose d'évident. Enfin, on branche un truc et puis il y a l'électricité qui sort du mur, mais on ne se pose pas la question comment elle est produite et d'où ça vient. Et alors ça, c'est quelque chose où d'un coup, je vois un horizon énorme d'engagement, de recréation, de liens sociaux, voilà. Et donc, je trouve ça hyper enthousiasmant et je suis assez persuadée que je vais revenir vers vous
parce que je suis dans un habitat partagé, on est en train de rénover, et donc toutes ces questions-là, côté pour une entité de vie collective comme ça peut se poser, mais aussi par rapport à notre quartier, etc. Donc merci pour cette table ronde. Je repasse devant monsieur. Toujours pas de réaction ? Alors, moi, ce que ça m'inspire, c'est que ce qui serait peut-être pas mal, c'est de redonner quelques ordres de grandeur, en fait. Par exemple, quelqu'un qui pédale, il produit à peu près entre 100 et 150 watts. Ça veut dire qu'il faut entre 15 et 20 personnes pour faire fonctionner un four, pour faire cuire un gâteau pendant 1 heure. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir la notion d'esclave énergétique. C'est-à-dire que pour qu'on puisse vivre dans notre vie actuelle, en fait, en gros, c'est qu'il faut, en fonction des estimations, entre 150 et 500 esclaves énergétiques qui pédalent pour nous, pour qu'on puisse vivre comme on vit. Donc ça, c'est un peu un ordre de grandeur qui est intéressant d'avoir en tête. Et à moi, ma question serait plutôt de se dire, une fois qu'on a fait ce constat-là, concrètement, on fait quoi en fait ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quoi ? C'est surtout... Merci. Alors, on m'a dit qu'il fallait conclure. Donc, vous aurez le droit à une phrase chacun. Pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait en une phrase ? En fait, on peut agir en tant que consommateur, producteur ou financeur. On peut prendre des parts dans une société de projet. On peut installer des panneaux chez soi. On peut choisir un fournisseur alternatif. Donc, ça fait déjà beaucoup de leviers. Et on peut faire les 3 en même temps. Que 2. Voilà. On peut travailler sur la sobriété, et notamment déjà regarder quelles sont nos consommations. Et puis, il existe pas mal d'indications sur ces questions de sobriété. Chez Enercop, il y a la boîte à outils qui donne quelques éléments pour moins consommer. Pour aller vers cette sobriété-là. Mais il y en a plein d'autres. Moi, juste que chacun doit être conscient de son pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir effectivement d'être sobre, le pouvoir de choisir. Voilà, ce pouvoir-là, il est très important et on n'en a, à mon avis, pas conscience. On pense qu'effectivement, on est menotté et qu'on n'a pas le choix, alors qu'on a le choix. Ouais. On a le choix et avec ce choix, on peut adhérer à Virage Énergie, puisque même quand on est à Nantes, on peut être adhérent de Virage Énergie. Il y a un enjeu quand même majeur, qui est très peu débattu, qui est la question de l'électrification, notamment l'électrification des usages, qui va interroger énormément de choses et qui va ouvrir des possibilités et aussi faire des contraintes. Si vous voulez débattre de quelque chose, franchement, débattez l'électrification parce que ça va avoir un gros impact dans les années à venir. Merci à vous.